Bonjour à tous. Salut. Je Yo. m'appelle Titron. Il y a des têtes que je connais, il y en a d'autres que je connais pas. Je suis passé à Limoges il y a 3 ans, 3 ans et demi. Un peu plus peut-être, je sais plus trop. Voilà, j'ai travaillé à Emakina. Ça me fait plaisir de revenir. J'ai passé le permis ici. Ça fait bizarre de revoir les rues. Mais sinon, c'est cool de repasser. Donc je travaille à Symfony maintenant. Symfony, c'est une entreprise qui s'est scindée de Sensiolabs. Donc si vous aviez en tête Sensiolabs, maintenant c'est une entreprise dédiée depuis début 2018. Je travaille dans cette petite entreprise, on est 7. Et je vais vous parler de Symfony 4. Donc je travaille à Symfony. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a 3 conférences là, qui arrivent bientôt, qui sont hyper intéressantes et qui sont soit pour y aller, soit pour parler. Donc comme disait, je ne sais pas comment il s'appelle, le présentateur, Pierre. Comme disait Pierre pour la FUP, pour tout un tas de choses, nous on est hyper ouverts aux présentateurs de talk. Donc n'hésitez pas à faire demander, proposer, même aller voir Nicolas sur Slack. Il y a un Slack pour Symfony. Nicolas Grecas, il est ouvert à toutes les demandes, toutes les questions, aussi bien pour Symfony, pour contribuer, pour mentorer, pour pinguez-le, il va être très content d'avoir votre feedback. Même juste pour lui parler, c'est un mec bien. Donc Symfony 4, qui est-ce qui a déjà jamais fait de Symfony? Jamais créé un projet Symfony? Ok, ça va. Ça veut dire que bon, on pourra en parler de tout le contexte si jamais vous êtes paumé. Normalement, ça devrait le faire. De toute façon, ça va être beaucoup de démos, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, si vous avez besoin, il y a des questions à la fin, aucun problème. Donc Symfony 4, donc, par rapport à Symfony 3, il y a une différence principale. C'est que les changements entre Symfony 3 et Symfony 4 ont cassé la compatibilité. C'est le principe du versionnement sémantique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme. Le versionnement sémantique, le principe, c'est de dire Symfony 4, c'est Symfony 3.4, donc la dernière version de Symfony 3, en virant toutes les choses qui sont dépréciées. Ouais. Excuse-moi, c'est juste pour que tu me dises. Ah, C'est juste pour ça. c'est nickel, ça me va, c'est une bonne idée. Je vais me mettre comme ça. Donc Symfony 4, c'est vraiment très proche de Symfony 3. C'est simplement, on a viré tous les trucs qui sont dépréciés. Donc pour mettre à jour, il faut enlever les dépréciations. On a tout un tas d'outils pour faire ça, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, c'est assez facile à faire. Ça, c'est la théorie et c'est la réalité pour mettre un jour un de vos projets. Pour un nouveau projet, il y a plein de nouvelles choses. Et c'est ça dont je vais vous parler parce qu'elles sont super intéressantes. Vous avez une question ou c'est juste... D'accord, d'accord. Donc Symfony 4 et les dernières versions de Symfony 3, on s'est beaucoup posé la question de l'expérience développeur, mais aussi de comment on développe aujourd'hui en 2018. Donc les différents outils comme Docker, comme les variables d'environnement, comme l'injection de dépendance, comme tout un tas de choses qu'on commence à être beaucoup plus à l'aise avec, et être capable de faire des choses vachement intéressantes avec Kubernetes et des trucs comme ça. Et donc comment on fait pour intégrer Symfony dans tout ça? Et c'est très adapté à Symfony 4. Une des principales caractéristiques de Symfony 4, c'est que c'est beaucoup plus petit. Conceptuellement, Symfony 4 de base, vous allez le voir, il y a beaucoup moins de choses initialement. On peut avoir le même résultat qu'on a, voire même mieux qu'avec Symfony 3, mais c'est beaucoup plus limité en termes conceptuels au début, ce qui fait que c'est plus facile à apprendre, c'est plus rapide. Maintenant, c'est le framework PHP le plus rapide sur le marché. C'est aussi plus facile à configurer, à utiliser, à déployer, il y a tout un tas d'avantages. C'est PHP 7.1+ uniquement, et il y a un système de dépréciation qui permet, si vous avez des tests unitaires et automatiques, de vous alerter des différentes dépréciations qu'il y a dans votre projet, pour qu'à partir de Symfony 3.4, vous puissiez facilement migrer à Symfony 4. Donc la première chose à faire quand on fait un projet Symfony 4, c'est de le créer. Pour le créer, il y a une nouvelle façon de faire, qui est plus d'utiliser le Symfony Installer, qui est plus d'utiliser tout un tas de trucs spécifiques, mais qui est d'utiliser Composer simplement. Pour créer un projet Symfony maintenant, on lance une commande Composer. Donc je vais le faire. Faisons-le. Je l'ai mis dans mon... Voilà. Il y a 2 trucs intéressants à noter. Déjà, ça utilise Create Project. Create Project, tout ce que ça fait, c'est récupérer un repository Git, le mettre dans un coin et lancer les... Ah, j'ai pas... Bon, ça a marché depuis le cache, j'ai eu du bol. Donc, Composer Create Project, ça récupère depuis GitHub un projet et ça lance les dépendances. Ça fait un Composer Git clone et un Composer install. Donc, ça fait pas grand-chose de plus que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le Symfony Skeleton. Ça, c'est un projet qui est géré par Symfony où il y a uniquement un composer.json. C'est uniquement ça le projet.
le repository Git. Et pourtant, si je fais un tri, hop, dedans, ici on voit que... Ah oui, non. Si, c'est pas. Ici on voit qu'il y a très peu de choses qui ont été créées. Bon, j'ai pas internet, donc il faut que je configure internet, parce que sinon ça fout la merde. On voit qu'il y a très peu de choses qui ont été créées, parce qu'en fait, Symfony a un truc qui s'appelle... Symfony Flex. Donc le projet de base quand on a internet, je vais essayer de configurer internet parce que pour la démo c'est mieux, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'en fait le nombre de fichiers qui est créé dans le projet il est très limité. Les fichiers ils sont assez compréhensibles. Il y a un fichier public index, il y a des choses comme ça. Mais il y a très peu de choses qui sont créées par rapport à la standard edition qu'on avait l'habitude d'utiliser en Symfony 3, si vous l'avez utilisé. Et du coup, c'est là où ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de comprendre comment ça fonctionne parce qu'il n'y a presque rien au début. Ce qui est intéressant à noter quand j'ai installé les dépendances, c'est qu'à la fin, un truc en plus qui s'est fait là, configuring machin truc, qui n'est pas normal dans Composer. Normalement, il ne se passe pas ça. Normalement, il fait des installs, mais il ne fait pas un configuring je sais pas quoi. Et en fait, ce configuring truc, il vient du fait qu'on a installé Symfony Flex. Symfony Flex, c'est un plugin Composer. Un plugin Composer, c'est un truc qui peut réagir au moment où il se passe des choses avec Composer. Et donc Symfony Flex, ce que ça fait, c'est que ça réagit au moment où on installe un package, et ça préconfigure le package pour que ça s'intègre dans Symfony. Donc au moment où on lance Symfony Flex, au moment où on installe un package, donc là par exemple le framework bundle, automatiquement Symfony Flex va configurer ce qu'il faut pour que par exemple quand on fasse un cat de config bundles, ici on voit que le bundle il est automatiquement chargé dans Symfony. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment dans Symfony 2, Symfony 3, pour installer un bundle, il fallait installer le bundle, configurer le kernel, faire de la config, du routing, tous ces machins-là. Tout ça, c'est parti. Tout ça, c'est déjà fait. Ça marche tout seul. Ça, c'est un outil qui est hyper important dans Symfony 4. C'est la principale différence de Symfony 4. C'est ça qui ajoute toute l'expérience de développement que vous pouvez avoir avec un nouveau projet Symfony 4. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc, c'est ce que je disais, il y a beaucoup moins de phases d'installation grâce à Flex. Donc si par exemple, je vais essayer de mettre internet pour de vrai, avec un peu de chance ça va marcher. Yes. Yes, j'ai internet, c'est beau. Donc je vais essayer de... Hop. Bon, j'ai la 3G de Limoges. Je suis désolé. Je suis Limoges enfin non mais j'ai vécu ici suffisamment longtemps pour me permettre de pouvoir faire des vannes, je pense. Bah soit il y a, je crois que le challenge c'est la 4G ou la pollution, c'est un peu ça. Comment? Je sais pas ce que c'est des villes j'imagine. Je sais vraiment pas ce que c'est pour le coup. Je suis vraiment désolé. Tu viens de te mettre la Creuse à dos. La Creuse? Ah merde. Ok. T'as au moins 2 personnes sur le dos là. Je suis honnête moi. Hein. Bon ça marche pas terrible la pour d'histoire. Pourquoi c'est long comme ça? Je crois que je me suis mis la salle à dos. Ah voilà, c'est parti. Donc là ça va être plus rapide parce que j'ai du cache normalement. Yes. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Il n'y a pas de wifi ici. Ok, c'est bon. Donc là c'est ce que je vous disais, il configure tout un tas de choses. Donc Symfony Flex, etc., etc. Et il est aussi capable de nous afficher quelques informations intéressantes une fois qu'on a installé un package. Donc là, par exemple, il sait qu'on a installé le package Framework Bundle, donc il nous dit, pour lancer ton projet, fais ces trucs-là, ces trucs-là, ces trucs-là. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la config, on a, quand on le crée correctement, on a le Framework Bundle. Donc maintenant, admettons que je veux installer le Monologue Bundle. Je vais simplement... Hop. Donc le Monologue Bundle, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir des logs. Parce que de base, Symfony Flex, il n'y a rien. C'est ce que je disais, il est vraiment vide. Donc il n'y a même pas de logger. Donc il faut l'installer. Donc l'installer, c'est simplement faire un require.
normalement ça va vite, désolé, mais du coup ce require là va installer le bundle et le configurer automatiquement sur le même principe que et dans bundles machin, c'est le bordel. Je sais, la connexion fait qu'il y a des bons. C'est là, je suis désolé là, je vais arrêter le tir avec la démo parce que c'est compliqué. On pourra en parler si vous voulez vraiment. Donc quand on installe le Monologue Bundle, le principe c'est que ça va du coup lancer ce qu'on appelle une recette, je vais en parler un peu plus, pour automatiquement configurer le bundle dans Symfony, donc automatiquement l'enregistrer, etc., etc. Il y a un truc en plus, une petite chose, mais qui est vachement intéressante en termes d'écosystème, qui est que Symfony Flex il définit des alias. Donc ces alias-là, c'est simplement des petits mots qu'on peut utiliser dans le Composer Require à la place du nom du package. Et donc par exemple, au lieu d'utiliser Composer Require Symfony Monologue Bundle, on peut faire Composer Require Logger. Lui, il a fait un lien entre Logger et Monologue Bundle. Donc ça c'est super pratique parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses différentes qui sont mises en avant au travers de ces alias. Et ces choses-là, nous on vous les recommande. Donc par exemple, si vous voulez installer Doctrine, vous faites un Composer Require ORM. Si vous voulez installer Twig, parce qu'il n'y a pas Twig, il faut faire un Composer Require Twig. Mais ça va même un peu plus loin, parce que par exemple, il y a API Platform, qui est un outil qui se base sur Symfony pour faire une API facilement, avec tout un tas d'outils. Donc c'est un autre framework qui est basé sur Symfony, et on peut installer cet outil grâce à Flex avec un Composer Require API. Et pareil, si on a besoin d'une interface admin, ça va installer Easy Admin Bundle. Donc toutes ces petites choses-là, ça définit un écosystème autour de Symfony, et toutes ces choses-là, vous pouvez les trouver sur symfony.sh. Symfony.sh, ça recense tout ce qui s'appelle des recipes. Les recipes, c'est les recettes, ça décrit comment un package doit être configuré. Donc c'est-à-dire que c'est la recette qui va dire mon routing, ça doit être ça, ma config, ça doit être ça, mon bundle, il faut l'enregistrer comme ça, mon machin, il faut faire ça, etc., etc., etc. Il y a deux types principaux de recettes. Les recettes contrib et les recettes officielles. Les recettes officielles, c'est vraiment Symfony qui les met en avant, et les recettes contrib, c'est n'importe qui peut contribuer aux recettes de Symfony, donc pour faciliter l'intégration dans Symfony. Les recettes contrib n'ont pas la possibilité de faire des alias. Nous, quand on définit un alias, c'est vraiment pour mettre en avant une solution. Un autre truc important à noter, c'est que si on regarde, donc si je fais un tri ici, hop, je vais aller dans si on fait un tri ici, on voit qu'il n'y a plus de App Bundle. Je ne sais pas si vous aviez utilisé App Bundle dans le... Ouais, je vais dire. C'est mieux quand c'est en haut. Il n'y a plus de App Bundle, il y a seulement un kernel.php et un dossier vide de contrôleur. Et quand on regarde dans le kernel.php, il y a même, dans le namespace, simplement app. En fait, dans Symfony, Flex 4, un peu les deux, il y a beaucoup moins de complexité introduite par le framework. On va beaucoup plus à l'essentiel. Donc le kernel, qui est un peu le remplaçant d'appkernel.php, kernel.php, c'est lui qui fait beaucoup de choses, dont charger les fichiers de configuration, donc les fichiers de bundle, le fichier config bundles.php dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est lui qui va aussi charger tout un tas de fichiers. Donc là, si on regarde ici, il va aller chercher dans la configuration tous les fichiers qui sont dans un dossier packages. Il va aller chercher dans la configuration tout ce qui s'appelle services. Et si on regarde le routing, il va aller aussi chercher tout ce qui ressemble à route.quelque chose. Donc il y a une découverte automatique de la configuration, ce qui fait que quand dans le dossier config, il y a toute une structure qui est automatiquement utilisé par le kernel.php, donc il est dans votre code, vous pouvez tout à fait le modifier si vous voulez, c'est juste une structure qui est relativement naturelle, dans laquelle le bundle.php va définir la liste des bundles, les packages vont être capables de créer des fichiers automatiquement à la volée grâce aux recettes et donc enregistrer leur configuration directement, et les environnements sont gérés sous forme de sous-dossiers à l'intérieur du dossier packages, ce qui fait que simplement en créant des fichiers, les recettes elles sont capables de dire beaucoup de choses. Elles sont capables de dire je veux créer de la config en dev et en test avec ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. Et de la même manière, il n'y a pas encore de dossier root, mais on a aussi un dossier root qui fonctionne sur le même principe.
Donc ce kernel-là, il est essentiel dans Symfony Flex. Donc Symfony Flex, c'est super intéressant et c'est facile de découvrir avec, donc n'hésitez pas à essayer vous-même. Normalement, je vous le montre, mais là, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à essayer vous-même, c'est pas très compliqué à utiliser. Ce que je vous recommande, la première chose à installer après Symfony Flex, c'est le Maker Bundle. Le Maker Bundle, pareil, c'est un alias, c'est quelque chose qu'on met en avant énormément. C'est un outil qui permet de générer énormément de choses différentes. Donc Composer Require Maker, ça l'installe et ça le configure, donc pas besoin de se prendre la tête. Et une fois qu'on a installé le Maker Bundle, il est installé uniquement en développement, donc ça n'influe pas du tout votre environnement de production, mais il vous permet de faire énormément de choses différentes. Ouais. Surtout que le générique dans le cas, C'est remplacé par le Maker justement. Mais le Generate, il était limité en fait. Il était fait par des bundles d'environnements différents avec des contextes différents. Il y avait du Generate Doctrine qui venait du Doctrine Bundle, du Generate Truc qui venait du truc, etc. etc. Là, c'est unifié. Et en plus, c'est discoverable. Ce que j'entends par discoverable, c'est que toutes ces méthodes-là, toutes ces commandes-là, elles existent, mais elles ne sont pas forcément fonctionnelles. Donc par exemple, maintenant, là, ici, si je faisais un make controller, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il manque un package d'annotation. Et donc il me dirait qu'il faut que j'installe le package d'annotation. Mais l'avantage, c'est que la commande, elle existe quand même. Donc on est capable de découvrir des choses et de dire « Ah, j'ai envie de faire ça, ok, je suis obligé de faire ça avant, mais c'est facile parce qu'il vous dit comment le faire. » Donc c'est discoverable très facilement. Il y a des choses qui sont assez avancées, donc par exemple, si vous voyez, make out, ça crée un authentificateur guard, donc ça va fabriquer une classe dédiée aux composants sécurité, qui est quand même quelque chose d'assez avancé, mais qui est très très pratique pour faire du boilerplate code que vous n'avez pas envie de copier-coller depuis la doc ou de voilà. C'est pas ça qu'on veut faire dans Symfony pour aller vite, quoi. Donc toutes ces choses-là sont hyper intéressantes. Et donc ça s'installe tout seul, c'est vraiment facile à faire. Un autre aspect de Symfony 4 qui a été déjà développé dans Symfony 3.3 et 3.4 mais qui s'est particulièrement exprimé en Symfony 4, c'est l'intégration dans les infrastructures modernes, c'est ce dont je parlais au tout début. On a mis en place tout un tas d'outils qui font que ça s'adapte pas mal aux différentes infrastructures comme Docker, comme Kubernetes, comme les environnements dans lesquels le cache n'est pas en écriture, etc., etc. Donc la première chose, c'est les deux types de cache. Dans les Symfony 3.1, 2, 3, jusqu'à 3.2 en gros, on utilisait surtout Doctrine Cache. Et on avait un seul back-end fondamental de cache. On avait des fichiers générés sur le système de fichiers, mais généralement on utilisait, vous utilisiez probablement, et moi c'est ce que je faisais, APC, APCU dans une configuration qu'on décommentait. C'était un petit truc, voilà, mais c'était pas unifié et c'était pas vraiment, il n'y avait pas de réflexion trop derrière ça. En 3.3, on s'est posé la question beaucoup plus en détail et on a introduit deux types de cache dans Symfony, le cache système et le cache applicatif. Le cache système, c'est tout ce qui est lié à Symfony, donc c'est le conteneur compilé, c'est les templates twig mis en cache, c'est les metadata doctrines, c'est tout un tas de choses qui sont liées à votre code, mais qui ne vont pas bouger une fois qu'elles sont générées. Et le cache applicatif, là en l'occurrence, c'est vos données de votre application. Le cache système, il ne va pas changer au cours du temps. Une fois qu'il est généré, voilà, donc il peut être read only. Là où le cache applicatif, il a besoin de changer au cours du temps. C'est justement tout l'intérêt, c'est que vous allez mettre en cache une variable, requête en base de données ou des choses comme ça. Du coup, l'implication de ça, c'est que le cache système, vu qu'il y a besoin qu'il soit généré une seule fois, après il est read-only, donc il va plus être changé. Donc ça veut dire qu'il peut être dupliqué sur plusieurs instances, parce que ça va être le même, fondamentalement. Si vous le générez une fois et qu'il ne change plus, c'est que ça va être le même. Là où par contre, le cache applicatif, il a besoin d'être partagé. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux trucs complètement différents. C'est le même composant cache, mais derrière, il y a un back-end pour le système de fichiers. Donc le composant file system, le cache system, il est enregistré sur votre système de fichiers dans votre var cache. Et le cache applicatif, c'est vous qui le configurez. Et c'est uniquement celui-là que vous configurez. Vous n'avez pas besoin de configurer le système de fichiers parce que Symfony, il sait comment y accéder. Donc par exemple, si on veut utiliser Redis pour synchroniser du cache entre plusieurs instances, auparavant c'était un peu plus compliqué, il y avait besoin de faire de la configuration doctrine, il y avait besoin de faire tout un tas de choses un peu plus complexes. Désormais c'est intégré directement dans le framework, donc par exemple pour Redis, il suffit d'utiliser l'adapteur Redis et de configurer le provider.
Et là, vous voyez qu'il y a un truc qui est intéressant. Ça fait une transition sympathique avec la suite. Env Redis Host. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. Cette notation-là, elle fait référence à ce qui s'appelle les variables d'environnement. Qui ne voit pas trop ce que c'est une variable d'environnement? Ok, nickel. Donc une variable d'environnement, elle va être globale à votre système ou alors elle va être globale à votre process PHP FPM. Ça peut être les deux. Symfony, ça l'importe assez peu. Lui, ce qu'il va faire, c'est simplement qu'il va être capable dans votre configuration de dire, au lieu d'avoir un paramètre dans ma configuration, je fais référence à une variable d'environnement. Ça, c'est quelque chose qui a été introduit en Symfony 3.3, qui est particulièrement important et utilisé pour les environnements comme Docker, Kubernetes, ce genre de choses. Mais en Symfony 4, il y a un nouveau fichier qui est créé, qui s'appelle le fichier .env, qui permet dans votre environnement de développement d'avoir des variables d'environnement, des fausses variables d'environnement qui sont créées par Symfony à partir de ce fichier-là. De telle sorte que vos projets en local, quand vous en avez plusieurs en parallèle, vous n'avez pas des variables d'environnement à modifier ou des choses comme ça, il va charger le .env, il va se débrouiller avec. Et par contre, en production, vous allez vraiment utiliser des vraies variables d'environnement avec Docker, avec Kubernetes, avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est une nouveauté de Symfony 4, et ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, enfin Symfony Flex particulièrement, ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, ça permet aux recettes d'ajouter des variables d'environnement. Donc par exemple, vous allez pouvoir installer un adapteur Redis, ou un Redis bundle pour sauvegarder en session, ou tout un tas de choses, et quand vous installez Redis, il va vous déclarer une nouvelle variable d'environnement Redis URL, qui va automatiquement être configurée dans la configuration du bundle, et qui va automatiquement être wire par Symfony. Donc vous n'avez rien à faire, il va juste vous ajouter tout ce qu'il faut automatiquement. Et donc, c'est référençable dans la configuration de service. C'est ce que je vous montrais tout de suite, c'est cette notation-là. Ok. Donc, ça, c'est des petites choses intéressantes qui montrent qu'il y a eu des évolutions quand même assez majeures, particulièrement sur la structure de fichiers. Mais c'est des petites choses à droite à gauche qui font que c'est une meilleure expérience. Là, on va attaquer un peu plus sympathique. Le composant injection de dépendance, c'est probablement le composant qui a changé le plus dans les dernières versions de Symfony. Qui a jamais utilisé l'injection de dépendance d'un Symfony? L'injection de dépendance, c'est quand vous déclarez des services dans votre fichier de service. Donc si vous avez déclaré des services, vous voyez normalement à peu près ce que c'est l'injection de dépendance. C'est simplement qu'il y a des choses en plus que vous pourriez manquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, je suis censé avoir 1h10, mais on verra. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de deadline. Donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont intéressantes. Et je vais essayer de vous présenter un peu comment ça marche à l'intérieur, parce que je pense que c'est particulièrement intéressant, et c'est super intéressant pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Donc l'injection de dépendance, déjà, à quoi ça sert, fondamentalement? L'injection de dépendance, c'est principalement... L'intérêt principal de l'injection de dépendance, c'est de dire je veux une instance d'un objet, je m'en fiche de savoir comment il est créé. Donc par exemple, je veux une instance du Registration Manager, je me fiche de savoir comment il est créé, je veux déléguer ça à quelque chose d'autre, de telle sorte que si j'ai besoin de changer les dépendances dans le futur, cette façon d'accéder me permet de ne pas avoir à changer tous les endroits où j'ai accédé à ce truc. Donc par exemple, au lieu d'utiliser un New Registration Manager avec mes dépendances direct, persister et mailer, si j'avais besoin d'instancier mon manager dans plein d'endroits différents, sans injection dépendance, je ferais ça, et le jour où j'ajoute une nouvelle dépendance, donc un nouvel argument dans le constructeur, ça casse tout mon code. C'est tout à fait normal. L'injection dépendance, ça ajoute simplement une abstraction entre les deux, de telle sorte qu'on définisse une façon de créer un Registration Manager, et après on utilise le composant d'injection dépendance pour récupérer cette instance. Donc ça, c'est ce que vous déclarez avec un service, normalement. C'est OK ? C'est ce que vous déclarez avec des services. Donc par exemple, dans un service, si je vous montre comment ça ressemblerait ça ressemblerait comme ça en Symfony 3. Vous auriez déclaré un service Registration Manager qui dépend d'autres services. Et une fois ces éléments déclarés, vous feriez référence container get app registration manager. Ça vous récupérait une instance de l'app registration manager dans votre code sans savoir comment ça l'a créé parce que vous l'avez configuré une fois et vous y touchez plus. Pour faire ça, à l'intérieur, il y a un truc qui s'appelle les graphes qui est utilisé par l'injection de dépendance. Les graphes, c'est simplement des nœuds et des flèches entre les nœuds. C'est pas très, très compliqué, mais
Ça a énormément de propriétés mathématiques intéressantes pour pouvoir résoudre des problèmes d'optimisation de machin de trucs. Et en plus, c'est facile à mettre sur une slide. Donc c'est cool. Donc là, par exemple, si on représente un graphe qui correspond aux dépendances de notre registration manager, on pourrait tout simplement avoir le mailer et le persister qui sont une dépendance directe, et après d'autres dépendances de notre mailer et de notre register et de notre persister qui sont spécifiées, enfin qui sont visibles quand on fait notre new. C'est vraiment à ça que ça correspond. Bah, en fait, tout ce qu'on a fait dans Symfony 4, c'est que dans Symfony 3, vous avez besoin de déclarer ce graphe sous forme de service, c'est-à-dire que toutes les choses, tous les liens, tous les nœuds, tous les arcs, tous ces trucs-là, concrètement, vous les mettiez dans la configuration. Dans Symfony 4, on a automatisé beaucoup de choses pour créer ce graphe. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que la configuration de votre fichier service.yml, elle va fabriquer le composant injection dépendance va lire la configuration, fabriquer un graphe, résoudre tous les problèmes de références circulaires, tous ces trucs-là, optimiser les trucs qui peuvent être optimisés, tout ça, et après fabriquer un container compilé. Et le container compilé, tout ce qu'il va contenir, c'est les new. Il va faire plein de new, mais c'est lui qui les fait, donc il n'y a plus besoin que vous les fassiez. Donc en Symfony 3, on utilise services.yml. En Symfony 4, on a plein d'automatisations différentes. La première automatisation importante, enfin, c'est pas vraiment une automatisation, mais elle est liée à la suite des automatisations, c'est qu'en Symfony 4, on utilise souvent, pas tout le temps, mais très souvent, l'identifiant de service, le nom de la classe comme identifiant de service. C'est-à-dire qu'en Symfony 3, vous auriez différents noms de services auxquels vous feriez référence dans votre code, qui ont un intérêt parce qu'ils permettent d'exprimer plus de choses. Par exemple, vous pourriez avoir une instance de file system qui correspond en fait au storage des user pictures, un truc comme ça. Donc ça peut avoir un intérêt, mais la plupart du temps, on prenait le nom de la classe, on le copiait-collait. C'est pas tout à fait faux. Et c'est pas tout à fait une mauvaise chose non plus. En Symfony 4, le nom de la classe devient simplement l'ID du service. Donc c'est très simple à comprendre, il n'y a plus besoin d'option classe. Un des avantages énormes de ça, c'est qu'en plus, l'autocomplétion dans PHP Storm, elle est facile. On fait un container get le nom d'une classe. Donc, on peut compléter on peut faire registration manager de classe. Super pratique, j'utilise partout. C'est ce que je disais là. Mais du coup, aussi, ce que ça permet, c'est de faire un truc qui s'appelle l'autodiscovery, l'auto-wiring. Donc, l'autodiscovery, ça va nous permettre de faire les liens, de trouver tous les services, et l'auto-wiring, ça va nous permettre de faire les liens entre tous les services. Donc concrètement, à quoi ça va ressembler, c'est qu'au lieu d'avoir notre première version avec un peu Symfony 4 parce qu'il y a les ID, mais sinon relativement semblable, on va faire un truc bizarre. Ça, c'est tout mon fichier service.yml. Les deux dernières lignes, là, app resources, il n'y a que ça dans mon fichier de configuration. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'autodiscovery, il va aller voir tous les fichiers dans SRC, il va enregistrer toutes les classes en tant que service. Ensuite, l'auto-wiring, il va essayer de faire les liens comme on va le voir après. Et parce que par défaut, tous les services sont privés, on va en parler encore un peu, ça va optimiser et virer tous les services que vous n'utilisez pas. Donc en fait, il y aura une petite étape dans laquelle la compilation du conteneur va être peut-être un peu plus lente, c'est possible en Symfony 4. Le résultat va être le même, par contre, ça vous permet de développer beaucoup plus vite. Donc le principe de l'auto-wiring, c'est que je vais vous montrer avec du code, c'est plus facile. Le principe de l'auto-wiring, je sais pas si je peux l'enregistrer facilement ce truc. Hop. Ça me peut enlever ou pas? Vous voyez bien? Ça va ou pas? Ok. Donc si par exemple on avait notre registration manager, comme ça, hop, et notre qui a besoin d'un persister, et on avait un persister.
En Symfony 3, vous auriez donc eu besoin de déclarer le lien entre le Registration Manager qui a besoin du persister en faisant une référence au service dans votre fichier de configuration. Avec l'auto-wiring, il y a un truc qui se passe en plus dans la configuration, c'est qu'au moment où vous allez déclarer un service, si vous avez auto-wire égale true, ce qui est activé par défaut dans Symfony 4, on va en parler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre le constructeur, il va prendre les arguments, donc là il va voir qu'il y a persister, qui a un type int, et ce type int là, il va essayer de trouver un service qui s'appelle comme ça. Donc il va prendre le nom persister, le mot persister, le nom de la classe, et il va essayer de trouver un service qui s'appelle persister. Donc c'est pas magique, hein, c'est tout simple, il fait l'association entre un nom de classe et, voilà, et un service. Sauf que vu qu'on a déclaré les identifiants de services comme les noms de classe, ça fait que automatiquement, magiquement un petit peu, on peut avoir l'impression, ça fait le lien entre le Registration Manager et le persister. Il n'y a rien de magique en réalité, c'est vraiment très précis. Il n'y a pas un service, il y a un seul service qui a un nom précis. On ne peut pas avoir deux services qui ont le même nom, ça surcharge, ça override. Donc il n'y a pas de magie. Ça peut ressembler à de la magie si on ne le connaît pas dans le détail. Mais l'avantage, c'est surtout que c'est hyper pratique, parce que vous n'avez plus besoin de toucher votre configuration. Dès que vous ajoutez une dépendance, automatiquement, elle va être définie par l'auto-wiring dans votre container compilé. Donc par exemple, ici précisément, le persister, il va être injecté, le mailer, il va être injecté par l'auto-wiring. Pour faire tout ça, ouais. Je ne l'avais pas expliqué, mais c'est une très bonne question. Et c'est une bonne façon de faire en fait. Dans les cas applicatifs, c'est pas très grave de ne pas faire des interfaces. En revanche, il y a beaucoup de cas où on utilise un vendor dans lequel il faut utiliser une interface, c'est mieux. Ne serait-ce que pour pouvoir faire des tests facilement, moquer, tout ça. Et donc en fait, la réponse est tout simple, c'est que tu te fais un alias qui s'appelle comme le nom de l'interface. Tu fais le nom de l'interface alias mon instance réelle, donc le nom de la classe parce qu'en fait c'est le vrai service. Et cet alias-là, il va être utilisé parce que c'est un service qui fait référence et ça fonctionne de par la nature du composant d'injection dépendance. Une interface, oui. Par contre, si tu utilises une interface d'un vendor avec un bundle, il y a tout à fait possibilité que l'alias soit déclaré dans le bundle. Donc par exemple, Symfony déclare tout un tas d'alias en interne. Si tu fais un cache item pool interface, il va automatiquement te filer ton cache applicatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il a fait l'alias tout seul. Moi, je sais pas si c'est une bonne pratique, mais du coup, moi, avec l'auto-wiring, du coup, je fais même plus d'extend de contrôleur sur l'abstract controller. C'est très bien. J'injecte directement dans le constructeur. Est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce qu'il faut continuer quand même à utiliser les raccourcis Symfony Tu peux faire les deux pour le coup. Le problème principal du constructeur, c'est que pour chacune de tes actions, tu vas instancier des services dans le constructeur. Au moment où tu vas créer le contrôleur, qui peuvent ne pas être utilisés dans l'action précise que tu vas utiliser. Il y a deux façons de résoudre ça. Il y en a une dont je vais parler qui est d'utiliser les contrôleurs tagged, tagged controller service arguments. En gros, je vais t'expliquer, je vais en parler juste après. C'est pour mettre les dépendances dans l'action et pas dans le constructeur. Ou alors, tu peux utiliser ce qui s'appelle un service locator. Un service locator, ça va fabriquer un mini conteneur avec tes dépendances précises qui va être passé dans ton constructeur. Et du coup, tu vas pouvoir utiliser ce conteneur dans toutes tes actions. Et l'avantage, c'est que ce conteneur-là, il est lazy. Donc, il va pas instancier de service jusqu'à ce que tu appelles réellement le get machin. Donc ça, c'est une meilleure façon de faire en termes de performance. Après, sinon, c'est pas grave, hein, moi je le fais aussi. Comme dans toutes mes actions, par exemple, j'ai un project controller, je sais que je vais avoir besoin du repository de project partout. Je le mets dans le constructeur parce que c'est plus facile à gérer et ça l'unifie, quoi. Y a pas de souci. Ça marche. Enfin, on peut le faire à tous les endroits en même temps, en fait. On peut avoir plusieurs dépendances. Ouais. C'est pas grave. J'en dis plein. Dans Symfony, normalement, tu n'as pas de require du tout. Normalement. Je sais pas ce que tu entends par require. Peut-être use. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, use, tu auras quand même besoin du use. Parce que use, ça fait simplement... Ça n'a pas d'implication réelle, le use, en termes de PHP en tant que tel. Le use, tout ce que ça fait, c'est que ça prend le nom de la classe complet que tu spécifies dans le use, ça prend la valeur finale de ce use, ou le as si tu mets un as, et ça fait un alias entre le petit nom et le grand.
Et donc ça fait simplement un alias local dans le fichier entre le petit nom et le grand. Mais c'est tout ce que ça fait le use, ça n'a pas d'implication réelle. Par contre, il y a Composer qui se plug dessus, il y a Symfony qui fait des choses et tout. Mais donc tu auras quand même besoin de le faire. Mais c'est pas lié à tout ça. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des valeurs par défaut qui sont spécifiées partout. Donc toutes les 2-3 fonctionnalités dont je vous ai parlé tout de suite, en fait, elles sont activées par défaut dans Symfony Flex avec le projet que vous créez. Mais dans la version, si vous mettez à jour un vieux projet dans Symfony 4, c'est tout à fait possible, mais que vous n'activez pas ces améliorations de productivité, par défaut, elles ne sont pas activées. Donc vous n'avez pas de magie, si vous n'aimez pas l'auto-wiring, c'est facile à désactiver. Il n'y a pas de problème, hein, faites comme vous le sentez. C'est surtout super pratique en termes de rapidité de développement. Il y a un truc qui est important, c'est le public false. Le public false, il est super important parce que ce à quoi ça correspond un public false, ça veut dire que quand vous faites un service privé, donc un service pas public, il n'est pas possible de l'utiliser dans container get le nom du service. C'est simplement ça la différence. Vous ne pouvez plus l'utiliser dans container get. On peut se dire à quoi ça sert. En fait, ça sert parce que ça nous permet, nous, quand on crée le graphe dans Symfony, de savoir précisément toutes les dépendances d'un service. Parce qu'il ne peut pas être récupéré à la volée dynamiquement dans un contrôleur, dans un machin où on ne sait pas d'où ça vient, on est sûr que dans la configuration, c'est la seule source de vérité sur les dépendances qui utilisent ce service-là. Et donc ça veut dire que les services privés qui ne sont pas utilisés dans d'autres dépendances, on peut les enlever. Et c'est pour ça que ça marche l'autodiscovery. Parce que l'autodiscovery, ça enregistre toutes vos classes, mais en service privé. Et donc ça fait les liens comme il faut. Et puis ceux qui n'ont pas de lien, ça les enlève. Et ça, c'est vachement bien parce que ça vous permet d'automatiquement configurer tous vos services sans avoir de problème de performance. Comme il y avait des premières versions d'AutoWiring qui avaient été créées en 2.7, ça commence à faire un bout de temps, qui avaient beaucoup de soucis à ce niveau-là. L'autoconfiguration, ça c'est le deuxième aspect, ça c'est un petit truc super pratique qui permet automatiquement d'ajouter des tags, d'ajouter des tags à des services qui ont des interfaces spécifiques, qui implémentent des interfaces spécifiques. Le cas typique, c'est vous implémentez Twig Extension, automatiquement le tag Twig Extension il est ajouté. Vous implémentez tout un tas d'autres trucs de sécurité, de normalizer, comme parlait tout à l'heure Marc, non Mathieu, désolé. Donc, grâce à l'autoconfiguration, ça va vous permettre de ne pas avoir à déclarer tous les tags de Twig Extension, etc., etc. Vous vous êtes peut-être posé une question, ou pas, c'est pas très grave. Dans cette histoire, c'est bien l'autoconfiguration, les machins, les bordels, mais il manque des paramètres. Parce que les paramètres, c'est des valeurs scalaires, le typeint, c'est cool, mais un string, il y en a plein, quoi. Donc comment ça marche pour faire de l'autoconfiguration? Pour enregistrer tout ça et faire de wiring automatique. Pour ça, il y a un truc qui s'appelle les bindings. C'est relativement simple. On fait l'association entre un nom de variable et une valeur. Paramètre. Donc par exemple, kernel project. Soit on peut le mettre au niveau du service concrètement. Donc par exemple, le registration manager, précisément, je veux que la variable dans son constructeur qui s'appelle comme ça, elle ait cette valeur-là. Ou alors on peut le définir au niveau du fichier. Ce qui est important de noter, c'est que les valeurs par défaut, elles sont par fichier. C'est pas au niveau de votre projet. Donc il faut les redéclarer si vous faites plusieurs fichiers de service. C'est hyper important parce que ça permet à des bundles de ne pas avoir la même police de valeurs par défaut que vous. Et donc c'est extrêmement important pour avoir une stabilité à ce niveau-là. Donc de la même manière, on peut déclarer des bindings par défaut qui permettent d'automatiser l'injection des paramètres. Et donc ce que tu disais tout à l'heure, les controllers as a service, c'est une autre petite fonctionnalité qui est super pratique, qui permet, donc ça c'est de base aussi dans le fichier de service créé par Symfony, il y a un tag spécifique sur tous les services qui sont dans le contrôleur, parce que tous les contrôleurs sont enregistrés en tant que service, ce qui fait que vous ne pouvez pas bénéficier de tout l'auto-wiring et tous les trucs dont je vous ai parlé. Et du coup, il y a un tag en plus qui dit « ça c'est un contrôleur ». Donc au lieu d'injecter dans le constructeur ou dans des calls ou dans des machins comme ça, on autorise à injecter dans les actions. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà un truc intéressant, il n'y a plus de contact action. C'est une best practice, ça c'est tout con, on a viré le action qui sert à rien. Donc ce que ça permet de faire, le tag dont
controller service arguments, ça permet d'injecter le mailer parce qu'il est dans la signature de la fonction. Donc il est dans la signature de la fonction, on trigger l'auto-wiring, on fait tous les machins dont je vous ai parlé avec le constructeur, sauf qu'au lieu d'être le constructeur, c'est l'action. Et du coup, toute cette logique d'autocomplétion, d'injection automatique, elle marche au niveau de l'action. Ça, c'est super pratique, justement pour éviter d'avoir à injecter pour toutes les actions. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est que tout votre arbre de services, ou presque, ça va être des services privés. Par contre, les contrôleurs, ce sont des services publics. Donc, c'est eux qui vont faire référence à votre service de base et qui va permettre que ce service-là ne disparaisse pas dans les optimisations, déjà, et puis qui va être le point d'entrée de votre application. Donc, ça met en réalité le fait que votre contrôleur, c'est le point d'entrée de votre application. Il y a un autre truc intéressant, petit, pratique, si ça vous arrive de temps en temps pour le faire, c'est plutôt un type qu'autre chose. C'est les services tagués. Jusqu'à présent, quand vous déclariez des tags vous-même, il fallait enregistrer une compiler pass, faire tout un tas de machins un peu chiants, plugger carrément dans l'injection de dépendance, le composant d'injection de dépendance. Maintenant, pour enregistrer un tag, vous déclarez simplement le tag sur vos services. Et puis après, vous faites référence avec cette notation-là qui dit fournis-moi en premier argument le tableau de tous les services qui implémentent ce tag, enfin qui utilisent ce tag. C'est simplement un truc super pratique pour quelque chose qu'on fait souvent. Ok, donc ça c'est pour l'injection de dépendance. Et moi, donc c'est ce que je disais dès le début, hein, mais je le rappelle parce que c'est important. N'hésitez pas à faire des talks, c'est intéressant. Nicolas Grecas, il est passionné par ça et il va vous aider, il n'y a aucun problème. Là, la semaine dernière, pour vous donner une idée, la semaine dernière et celle d'avant, on a reçu une développeuse d'une boîte partenaire plus ou moins de Sensio Labs qui était en intercontrat, sa boîte ne savait pas quoi trop lui faire faire. Du coup, elle est venue chez nous pendant 2 semaines et elle a contribué à Symfony. Donc, vraiment, parlez à Nicolas, c'est super intéressant. Si vous allez sur symfony.com/support, il y a un lien vers le Slack et vous pouvez lui parler et il va être très ouvert à ça. Voilà. À la base, j'avais prévu de pouvoir répondre à toutes les questions que vous voulez, donc n'hésitez pas si vous en avez, soit maintenant précisément pour que toute la salle en profite, c'est peut-être intéressant, mais sinon juste à discuter autour d'une bière, c'est facile. Ouais. Alors, tu n'as pas présenté Webpack. Bon, je sais qu'il n'est pas par défaut dans le skeleton, mais du coup, ça change quand même pas mal de choses depuis la version 4 pour intégrer tout ce qui est JS et du front. En fait, ouais. C'est moins chiant. Ouais. Et, je suis d'accord. Et je trouve que la doc, enfin, je pourrais comprendre, mais c'est un peu compliqué. J'attendais peut-être un petit. Ah bah, du coup, non, j'ai pas. Désolé. Donc, bah, je peux en parler comme ça. Donc, Webpack encore, pour les gens qui n'en ont pas entendu parler, c'est un plugin JavaScript développé par Symfony. Il n'y a pas de PHP. C'est un plugin JavaScript qui. Enfin, c'est même pas un plugin, c'est une toute petite librairie JavaScript qui va vous permettre de déclarer une configuration pour Webpack qui est plus facile à lire dans le fichier de configuration. C'est tout ce que ça fait. C'est un builder de configuration pour Webpack. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il y a une association entre Webpack encore, donc le nom de la librairie, et Symfony, qui fait que la documentation est bien adaptée pour les développeurs PHP, que les erreurs, elles vous disent il faut que vous installiez ce package-là, ce package-là, ce package-là. Enfin voilà, tout un tas de petits trucs utiles. Ce qui est intéressant avec Webpack encore, c'est Webpack encore, c'est intéressant, mais c'est surtout Webpack. C'est Webpack qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Parce que c'est un autre sujet complètement différent, mais complètement important de nos jours, qui est comment est-ce qu'on fabrique, comment on fait des processus, comment on met en place des processus pour créer des CSS et des JS minifiés avec un environnement de développement qui n'est pas du JS à l'arrache. Parce que c'est un peu ça que voilà, c'est pas pratique, c'est voilà, le jQuery et tous ces trucs-là, ça marche bien, mais c'est à des limites. On travaille difficilement. Il y a pas de jQuery, c'est pas un framework, clairement pas quoi. Et donc il manque une maturité à ce niveau-là avec jQuery. Donc il y a des outils comme React, comme TypeScript, comme Angular, comme tout un tas de choses qui permettent de résoudre plein de problèmes en JavaScript et en CSS. Mais ces outils-là, ils ont besoin de passer par une étape de compilation, enfin transpilation,
qui utilisent Webpack. Donc c'est important de bien comprendre comment ça marche. C'est pas hyper compliqué quand on le prend dans le bon ordre. Si vous voulez, bon, j'en parle maintenant ou on s'en fout? Je sais pas. Si, il y a quoi qui s'intéresse, on en parlera. Ok, d'accord. Très bien. Donc Webpack, tout ce que ça fait. Webpack, fondamentalement, ça fait ce qui s'appelle de la résolution de modules. Donc ça prend un fichier, un point d'entrée initial, app.js ou ce que vous voulez, et après, au moment où il va lire le app.js, il va résoudre statiquement, ça s'appelle, donc c'est-à-dire qu'il va simplement lire tous les imports qu'il y a dans votre fichier app.js, prendre tous les fichiers qui sont associés, faire pareil, prendre toute la dépendance de tous les imports, ça peut être super grand, ça peut faire référence dans des vendors, des machins, des trucs, et les agréger tous dans un seul fichier. Ça, c'est uniquement ce que fait Webpack. Après, Webpack, il a plein de plugins au-dessus qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc par exemple, il y a un plugin pour Babel. Babel, c'est un autre outil qui s'ajoute par-dessus et qui transforme les fichiers JavaScript modernes en fichiers JavaScript de il y a 10 ans pour que ce soit compatible partout. En gros, c'est un peu ça. Donc ça fait des fichiers un peu plus gros, un peu minifiés, un peu machin, mais du coup, l'avantage, c'est que ça vous permet de coder dans des versions de JavaScript qui sont à jour et pratiques avec plein de facilités de code. Ça vous permet même de faire du TypeScript si vous voulez. Et donc, une fois que vous faites toute cette histoire, donc vous avez un environnement de développement vachement plus adapté, en passant par Webpack et Babel, vous êtes capable de faire ça. Et puis il y a plein d'autres plugins qui vous permettent de générer des favicons, qui vous permettent de générer du HTML, qui vous permettent de faire des OG title et tous ces trucs-là automatiquement. Enfin, il y a plein de choses différentes qui sont pluggables sur Webpack. Ouais, tout à fait. Webpack, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait... En fait, il a un concept qui s'appelle les modules loader. Donc en fait, quand tu importes un fichier, selon l'extension du fichier, il va utiliser les différents modules loader que tu as définis pour savoir quoi faire avec ce fichier-là. Les fichiers JavaScript, il les importe dans le fichier JavaScript. Les fichiers CSS, ça dépend de ton module loader. L'avantage de Webpack encore, c'est qu'il configure plein de trucs tout seul. Et que par exemple, une des choses qu'il configure, c'est un module loader qui fabrique un fichier CSS unifié avec tous les fichiers CSS que tu as définis. Mais tu as aussi, par exemple, un module loader qui permet de faire du SAS. Donc, c'est-à-dire d'avoir le langage de programmation SAS, SAS, qui est vachement mieux pour faire du CSS, parce qu'il permet de faire des variables, des réutilisations de code, plein de choses comme ça. Mais il compile tout ça transpile tout ça en CSS et l'unifie aussi. Et tu peux faire des images et avoir un module loader qui optimise tes images à la volée. Tu peux imaginer plein de trucs. Ce qui est important à noter, c'est que Webpack, il fait tout en statique. Donc, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de ne pas avoir de variables dans les imports que vous faites. D'ailleurs, ce n'est pas possible dans la syntaxe JavaScript et c'est volontaire. C'est pas possible de faire un import avec une variable qui peut changer au cours du temps. Si on fait ça, Webpack ne sera pas capable de savoir quoi importer. Donc ça veut dire qu'il y a des façons de faire qui changent un tout petit peu par rapport à charger du JavaScript à la volée des fois, comme on aurait pu faire avant. Mais bon, c'est relativement spécifique, donc ça arrive pas souvent. Yes? Symfony Flex permet d'intégrer Webpack et donc les dépendances qui permettent de ce qui se passe quand Webpack, c'est du JavaScript, et l'écosystème JavaScript est extrêmement compétent pour générer des fichiers minifiés, gérer tout le CSS, tous ces machins, tous ces trucs. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est se baser sur cet écosystème. Dans Symfony Flex, ce qui va se passer, c'est que tu fais un composer require Webpack. Composer require Webpack, ça va installer un petit truc en PHP pour faire, te dire, ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Mais concrètement, en PHP, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, ça va te créer des fichiers automatiquement qui sont le package.json, donc l'équivalent du composer.json pour JavaScript, qui sont tout un tas d'autres choses, et il va te dire lance yarn install pour installer toutes les dépendances, dont Webpack. Et après, il va te dire si tu veux installer TypeScript, tu lances ça, si tu veux installer machin, tu fais ce truc, etc. etc. Complètement. En fait, oui, tu fais un composer require, quoi, donc c'est facile. Et puis ça crée même le dossier standard assets dans lequel mettre tes fichiers, ça crée tout un tas de choses. Oui, désolé. Le fichier Webpack config, il est généré aussi ou il est généré aussi avec une configuration de base en utilisant Webpack encore. Donc ça veut dire que si j'ai envie, je peux aller taper, je peux utiliser au départ Webpack
Webpack encore, mais après je peux directement les modifier dans le Webpack config. Tout à fait. En fait, Webpack encore, c'est rien, entre guillemets. C'est juste un petit outil qui est utilisé dans le webpackconfig.js pour fabriquer une configuration. Après, ça donne un objet qui soit tu le retournes direct, soit tu peux le modifier. Et c'est vraiment ça, c'est juste un truc qui fabrique l'objet, qui gère tes erreurs, à la limite. Si, il fait aussi un serveur de développement. Donc, c'est-à-dire qu'il permet, au moment où tu modifies ton CSS et ton JavaScript, il va compiler ton CSS et ton JavaScript automatiquement, et tu vas pouvoir faire référence facilement dans Symfony pour que tu recharges ta page et ça marche tout seul sans que tu aies besoin de relancer Webpack à la fois. Mais ça, il le fait. Mais sinon, il fait pas grand-chose de plus que ça. Yes. Du coup, c'est petit mort. Comment? Ah bah ouais. Voilà, ouais. Du coup, dans les templates Twig, ça sert plus à rien de mettre des assets ou des choses comme ça. Asset, si, bien sûr. Asset tick, non. Asset, c'est différent. Asset, ça fait simplement une référence au dossier public qui peut contenir un peu ce que tu veux. Webpack encore, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tes ressources de base dans le dossier. Je peux vous montrer un vrai projet, peut-être. Je sais pas comment je fais pour... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Légalement, je sais pas ce que j'ai le droit. Donc c'est un peu chaud. Ah, je peux vous montrer le bus aussi. C'est une appli de bus que j'ai faite. Ah merde, j'ai pas le serveur. Fuck. Bon, désolé, c'est chiant. Désolé, j'ai pas de truc sous la main. Et vu que c'est compliqué. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un dossier assets dans lequel tu vas mettre généralement ton SAS et ton JavaScript, si tu fais du SAS, sur CSS aussi. De base, c'est du JavaScript et CSS, mais généralement, moi, je fais plutôt du TypeScript et du SAS, parce que je trouve que c'est des langages plus évolués. Mais du coup, tu fais ton code source là-dedans, et la configuration de base de Webpack encore, avec Symfony Flex, tout ça, c'est modifiable, hein, mais de base, ça lit ce dossier assets, et ça crée dans public build quelque chose. Et donc, toi, ce que tu fais, c'est que dans tes références Twig, tu fais la fonction asset, build mon machin. Et il y a un truc qui est intéressant avec Webpack, qui est un plugin interne. Donc, c'est pas vraiment un plugin. Faut l'activer en théorie, mais Webpack encore l'active par défaut. Ça s'appelle le fichier manifest.json. Le manifest.json, c'est une liste en JSON qui est stockée dans un fichier qui fait l'association entre le nom du fichier que vous avez utilisé et le nom du fichier qui a été généré. Et du coup, cette association-là, elle vous permet de générer des MD5 dans les noms des fichiers qui sont générés pour qu'au moment où vous modifiez votre code, le MD5 il change et du coup vous mettez en prod et le cache est invalidé automatiquement. Donc c'est toute une petite gymnastique qui est vachement pratique. Et du coup, ce manifest.json, il vous permet dans le asset de faire référence au nom que vous connaissez et puis après il se démerde. Ça, c'est un petit truc, voilà. Donc c'est quand même vachement utile. Mais ascétique, ouais, non. On l'a encore en interne sur des projets, hein, parce qu'on a des projets old school et on mire au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. C'est pas... Ascétique, ça marche quand même, hein, c'est juste, c'est plus la nouvelle façon de faire. On boit des bières et vous me parlez direct ou il y a encore des questions? Je peux t'en poser 3 si tu veux, juste, mais mini. D'accord. Est-ce que tu as des insights ou des Mini, j'aime bien idées? tout le Trois monde mini rigole. questions. Ils savent que non, mais en fait, tu vas voir. Est-ce que tu as des insights sur la courbe d'apprentissage, le temps pour construire un projet et les performances en production de Symfony 4 tout court, et puis le fait d'utiliser Flex pour construire le truc? Je vais répondre dans le sens inverse parce que c'est fun. Non. Symfony 4, en termes de performance, les fonctionnalités ajoutées, elles mettent pas de performance, elles n'ont pas de perte de performance parce que Symfony Flex c'est utilisé uniquement pour générer des choses en fait. Donc c'est utilisé dans ton environnement de dev et tu l'utilises pas du tout en prod. Une fois que tu as généré ton projet, si tu veux, tu peux l'enlever. C'est un peu débile parce que si tu as envie d'ajouter des nouvelles dépendances, c'est pratique. Mais il est dans ton require dev, il va pas être installé en prod, il va rien se passer. Donc Flex, c'est indépendant de Symfony 4 entre guillemets. Les fonctionnalités d'auto-wiring, d'auto-configure, toutes ces choses-là, ça va être des choses qui vont être appelées au moment où tu compiles le conteneur quand tu fais ton cache clear. Donc une fois qu'il est généré, ton conteneur, ça va pas plus vite, pas moins vite, c'est différent. En revanche, étant donné que Symfony 4 est extrêmement léger en termes de trucs de base,
le framework bundle, il a pris un coup dans la tronche en termes de complexité, quoi. Maintenant, le framework bundle de base, il fait rien, pratiquement. Donc en fait, Symfony 4, c'est extrêmement plus rapide. Les trois premiers dans le benchmark dont je parlais, il y a un site qui s'appelle phpbenchmark.com qui a une méthodologie de taré sur des benchmarks en PHP. Et c'est super intéressant ce qu'ils font. Et du coup, on était nuls en Symfony 3. Et maintenant, en Symfony 4, on est vachement meilleur. Parce que on a éliminé plein de choses qui servent à rien. Moi, j'aime bien appeler ça un framework incrémental, en fait. On part de zéro et on évolue. Et au moment où on grandit notre projet en même temps que notre application. Enfin, on grandit Symfony en même temps que notre application. Pour la rapidité de développement et la facilité d'apprentissage, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de complexité liée au graphe de dépendance, à toute l'injection de dépendance, qui n'est pas abordée aussitôt qu'elle l'était en Symfony 3. C'est-à-dire qu'en Symfony 3, c'est assez essentiel de déclarer des services et de savoir à quoi ça correspond. En Symfony 4, c'est un peu plus décalé dans le temps, cette notion-là. Ce qui est à la fois dommage si jamais on pense que c'est important de bien comprendre les services pour savoir l'utiliser. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet d'être à l'aise avec le framework en utilisateur et ensuite d'essayer de comprendre ce qui se passe après. Et l'autre question, c'était la rapidité de développement. Ouais, développement, le temps que tu mets ta sur un projet. Quoi. Moi, perso, à chaque fois que je crée un projet, maintenant, c'est plus que des composer require. Donc, c'est vachement pratique. Et puis, ce qui est bien, c'est que, là, je vous ai pas montré, mais quand on fait un composer require, même d'un projet externe, un package complètement indépendant de Symfony, si ce package-là, par quelqu'un d'autre, il a eu une contribution dans les recettes de contribution, ça peut être complètement quelqu'un d'autre, hein. Juste le mec, il a créé 3-4 fichiers pour faire de la configuration, c'est pas dur à faire. Si vous voulez contribuer, ça peut être une tout à fait bonne façon de faire. Vu que cette configuration-là de recette, elle existe, bah ça me simplifie la tâche complètement, parce que au moment où je fais mon composer require, bah j'ai un package, certes c'est pas Symfony, donc j'ai quand même besoin de taper le nom du package, mais ça le configure quand même. Yes. Ouais. Yes. Est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir toutes ces configs dans ce repo-là? Est-ce qu'il y a moyen, ou est-ce que c'est prévu éventuellement, de pouvoir avoir des recettes qui sont en dehors, indépendantes de ce repo? Je sais pas si ça. Donc ça, recette scriptée en quelque sorte? Ouais. Ou même des configs, mais qui ne sont pas liés à ce repo. Il y a un truc important à voir sur ce repo, c'est que la validation est totalement automatique. Donc nous, on n'a pas... il y a un robot, là, le bot Symfony Flex Server. Si tu fais une contribution, qu'il y a 2 autres personnes qui la valident, quelles que soient ces personnes, le truc émerge automatiquement. Donc c'est pas comme si on avait un contrôle dessus en mettant des verrous, voilà. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 3 personnes, enfin qu'il y ait quelqu'un qui fasse une PR et 2 personnes qui acceptent cette PR dans GitHub, quelles que soient ces personnes, ça peut être des personnes complètement extérieures. Ah non, 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 pas du tout. Justement, grâce à ce robot, non. Comment? Ouais, c'est ça, je peux te montrer si tu veux. C'est quand tu valides, tu sais, tu fais non, tu peux faire ça dans... C'est ce truc-là, là, comme ça s'appelle, ce machin-là. Ça, en fait, si tu veux, il y a un robot, le Symfony Flex Server, là, qui lit les PR tout le temps de ce repo. Quand il y a une PR, il fait de la validation sur la qualité de la... Enfin, sur est-ce que la recette, elle fonctionne, est-ce qu'elle est valide en termes de, voilà, de syntaxe, etc., etc., etc. Et après, par exemple, est-ce qu'on a un exemple? Bon, lui, ça n'a pas de bol parce que c'est un mec de Symfony Core. Hop, est-ce qu'on a un mec... Ouais, d'accord. Ouais, forcément, tout de suite. Ouais, je crois qu'il est connu. Bon, ça peut être n'importe qui valide. À partir du moment où il y a 2 personnes, on a quand même une notion de gens qui managent un projet. Donc, par exemple, pour ajouter un... Est-ce qu'on a un exemple? D'accord. Bah là, tu vois, il a le mec, parce qu'il y a quelqu'un, Fabien ou Nicolas, a dû savoir que ce mec-là était en manager du projet.
quand il est manager du projet, automatiquement, on a une liste d'associations, des gens qui managent le projet, ça valide automatiquement les PR. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en gros, le repo, il n'est pas verrouillé. C'est pas nous qui le gérons plus que ça. Donc ça reste un repo Symfony, Recipes compris. Bien sûr. Ah bah c'est le cache. Ça va extrêmement plus vite. Parce que le principe... Comment? Actuellement, non. Actuellement, non. En fait, le principe de fonctionnement de Symfony, enfin des Recipes, c'est qu'on a un serveur en intermédiaire qui va lire ce repo-là, qui va générer des fichiers JSON qui correspondent aux opérations à effectuer par rapport aux recettes. Donc on a des recettes qui sont faciles à écrire pour les gens, mais en réalité on fabrique un format intermédiaire pour qu'en un seul truc HTTP, en un seul appel HTTP, en fait on envoie le nom des packages qui sont installés et leur version, on vérifie tout côté serveur et on retourne toutes les opérations à effectuer de telle sorte que c'est hyper rapide, on a un seul appel HTTP. Et ça c'est beaucoup plus difficile à faire en termes de décentralisé. Bah, il faut packages.org quoi. Et c'est tout un autre taf. Et ben, après, je sais pas ce qu'est la stratégie de Fabien sur ça, peut-être que ça va évoluer. Hein. C'est assez récent. Quoi. Moi j'ai encore une question pour toi. Si tu veux. Si, je réfléchis juste au nombre que je vais te demander, mais parmi les millions de recettes que tu as déjà 100 fois utilisées, parce que finalement on se retrouve très souvent à prendre les mêmes, tu prendrais lesquelles? Tu dois en prendre, je vais dire 10, parce que 5 ça me paraissait court en fait, ça va trop vite, tu les prends très vite, c'est la première, mais de 5 à 10 ça peut être différent. Ok, donc le Maker Bundle je l'installe tout le temps. Le web server, parce que de base il n'y a pas de serveur web, c'est du PHP de base, voilà, mais serveur run il n'y a pas dedans, donc je l'installe tout le temps. Les migrations et les fixtures, donc l'ORM, Twig, voilà. Ça va vite. Hein. Voilà, ça va vite, forcément, quand tu installes les trucs de base. J'installe toujours les fixtures et les migrations. Je ne sais pas si vous le faites dans vos projets. C'est hyper pratique. Les fixtures, c'est en gros fabriquer une classe pour automatiquement peupler votre base de données, pour faire vos tests, faire vos développements, faire machin, votre truc. Donc vous écrivez une fois une classe pour créer des utilisateurs, créer des projets, et après vous lancez plein de fois la commande, ça reset votre base de données. C'est hyper pratique. Donc je fais un composer require fixtures. Les migrations, ça explique comment mettre à jour votre base de données. Donc au lieu de faire un schéma update en prod, vous committez vos migrations, c'est des fichiers qui correspondent aux différences de la base de données qu'il y a entre votre version de développement et votre version de prod. Et au moment où vous déployez, vous pouvez lancer les migrations pour mettre à jour la base de données. L'avantage énorme de ça, c'est que update schéma en prod, vous ne contrôlez pas tout ce qui se passe. Là, vous contrôlez ce qui se passe, vous pouvez faire un diff, vous pouvez voir ce qu'il faut faire, mettre des updates, des choses en plus. C'est vous qui contrôlez plus ces choses. Donc j'utilise toujours les migrations de base de données. Ouais. Elle était à 5 ou 6, je pense. Il y a des mecs qui sont plusieurs packages sinon... aussi. Ouais, je sais pas, faudrait que je regarde un projet, je crois. Tu as parlé du monologue, le bundle. Bah ouais, après il y en a quand même beaucoup qui sont de base. Le monologue, Non, la debug toolbar, elle est. Ah ouais, si, le debug pack. Ouais, il y a un debug pack en fait. De base, il n'y a pas de composant debug vraiment, parce qu'en fait, quand tu fais une API REST, c'est pas du tout le même format de debug que quand tu fais un site web. Le debug toolbar en API REST, ça veut pas dire grand chose. Donc du coup, on n'a pas tout ça. Donc si je prends, voilà. RabbitMQ aussi peut-être. Ouais, moi j'utilise RabbitMQ et Redis à chaque fois, donc j'installe plein de ces trucs-là. J'utilise FlySystem partout parce que c'est trop pratique. FlySystem, c'est un outil simplement une abstraction à votre système de fichiers. L'avantage de ce truc-là, c'est que vous pouvez dire j'utilise FileSystem et dans votre configuration, vous dites en fait ce FileSystem il est sur Google Storage, ou alors en fait ce FileSystem il est sur le vrai FileSystem, ou ce FileSystem il est en mémoire, parce que comme ça dans mes tests automatisés unitaires et fonctionnels c'est vachement plus rapide. Donc je l'utilise partout parce que accéder au FileSystem c'est toujours hyper utile. Easy Admin Bundle, le composer require admin, c'est hyper pratique. Guzzle, j'utilise souvent. Voilà. Glide, c'est marrant. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Glide. C'est un truc, voilà, ça vous permet de générer des images
de redimensionner, de manipuler des images à la volée en format HTTP. Ça, je l'utilise sur le projet en marche, il est open source, donc si vous voulez voir, c'est intéressant. Phone number bundle, c'est un truc genre gérer les numéros de téléphone dans une base de données correctement, c'est super chiant, donc je le fais avec ce machin-là. Pareil, UID doctrine, mais ça c'est un truc que je fais tout le temps et qu'on fait tout le temps à Sensu Labs de manière générale. Il y a beaucoup de raisons de sécurité pour lesquelles c'est important de ne pas mettre l'ID réel de votre en termes de numéro 1, 2, 3, 4, 5. Cet ID là, il ne faut pas l'exposer au public en théorie. Pour plusieurs raisons, déjà ça permet de bidouiller avec, de se dire moi j'ai le numéro 49, ça veut dire qu'il y en a un qui a 50 et il y en a un qui a 48. Donc ça peut vous permettre de bidouiller des choses, de savoir combien d'utilisateurs sont inscrits, donc au niveau marketing, stratégie, c'est pas terrible. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles pas utiliser ça, au niveau sécurité et stratégie. Et en même temps, ces numéros-là, c'est des int, donc c'est vachement plus efficace dans une base de données, donc c'est important d'en avoir quand même. Donc moi, ce que je fais, c'est que dans mes entités doctrine, j'ai toujours un ID et un UID. L'UID, c'est partout où c'est public, donc mes URL, dans mes machins, dans mes trucs. Je fais un where UID, après tous les left join, ils sont basés sur l'ID pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un truc que je fais pas tout le temps. Les doctrine extensions, c'est super pratique, il y a des timestampable, il y a des machins, il y a des trucs qui permettent de faire. De dire, je veux mettre ce champ-là à maintenant, quand on crée l'entité, quand on l'update, je veux pouvoir faire genre que j'ai détruit des entités, mais en fait, elles ne sont pas détruites en base. C'est Doctrine qui fait l'intermédiaire en disant il y a un flag deleted ou pas. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a PHP Unit. PHP Unit, c'est pas de base, c'est quand même vachement important. Swiftmailer. Ouais, Swiftmailer, c'est pas de dure base, de mais l'inventer. j'utilise pas tout le temps Swiftmailer parce que de plus en plus on a des API intermédiaires pour faire des machins. Webpack encore. Assert, j'utilise souvent parce que c'est pratique. Moi, Assert, enfin voilà. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'une fois que tu connais l'écosystème, enfin. Et puis ce qui est pratique, c'est que toutes ces choses-là, elles sont sur Symfony.sh. Donc déjà, tout ce qui est officiel sur Symfony.sh, lancez-vous. C'est super. On le recommande, c'est bien, ça marche. On a une page de doc adaptée, on a tous les machins, et s'il y a des feedbacks, c'est nous qui les gérons. Et toutes les contribs, c'est aussi super intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un lien déjà entre Symfony et ce truc-là. Donc il y a une intégration intéressante. Yes. Sinon, ouais. Sentry, c'est pratique. Yes. Vas-y. Sensio Labs. Sensio Labs, au total dans le monde, il y a 200 personnes en gros. À Paris, on a une cinquantaine. Et à Symfony, on a 7. Voilà. Et sinon, il y a Lille, il y en a en Allemagne, il y en a quelques-uns en Espagne, aux États-Unis. Ouais, voilà, principalement c'est ça, Sensio Labs. Et Symfony, on est 4 à Paris, et après 3 autres. Voilà. Il y a Lyon, Espagne et les États-Unis. On boit des bières? Non, vas-y, je t'en prie. T'inquiète pas, tu me bloques pas pour boire des bières, je peux attendre. Tout à l'heure, tu parlais d'API plateforme, c'est un projet qui est géré par Kevin Naglas. Donc, c'est pas géré par nous, mais il est core dans Symfony. Bon, c'est un mec qu'on connaît bien. Fabien habite littéralement genre 3 mètres à côté de chez lui, je crois. Donc, bon, c'est pas. Voilà, non, c'est presque comme si c'était nous. il est super bien intégré. Ah bah, c'est. Tu Ouais. peux intégrer API Ah oui. plateforme, en fait. Ouais, tout à fait. C'est lui qui crée la recette. Il y a une recette Symfony Flex en ce moment, enfin Skeleton Symfony Flex, que lui crée pour démarrer un projet Symfony avec Docker. Et donc ça fait du Symfony Flex et tout le truc que je vous ai présenté, mais en plus ça crée des fichiers de Composer. Et il est en train de faire tous les trucs que Fabien il n'utilise pas Docker, donc il s'est pas penché sur le truc, et Nicolas non plus d'ailleurs. Mais du coup Kevin il est en train de travailler beaucoup sur comment intégrer Docker dans Symfony Flex pour que quand tu installes Redis Bundle, bah, tu te retrouves avec un conteneur Redis qui est configuré dans ton Docker Compose. Par exemple. Avec les variables d'env, tous les machins. Quoi. Ce serait cool. Mais sinon, petite promo commerciale, on peut aussi utiliser Symfony Cloud. Bah, c'est vrai en plus, hein, mais bon.
Mais c'est payant alors que Docker non. Donc ça change. Si vous voulez parler de tous les trucs qu'il y a autour de Symfony commerciaux, je suis pas là pour ça, donc je peux pas le faire. Mais si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Symfony Cloud et tous ces trucs-là, c'est des sujets intéressants. Donc, bière. Allez. Ouais.